La Baule, vous avez peut-être vu, alors si vous regardez les infos sur les réseaux sociaux, les infos, en tout cas si l'actualité telle qu'elle défile sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu depuis 3 jours des images qui vous ont surpris parce que à La Baule, cité tranquille, il y a une image d'abord très très forte qui a fait le tour des réseaux sociaux où on voit des jeunes gens entrer dans un train. Vous avez peut-être vu cette... Donc je vous propose de la voir, cette première image, parce qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux. Oh wow. Alors je le dis évidemment pour les auditeurs d'Europe 1, on voit des jeunes gens qui par dizaines, et peut-être davantage encore, sont sur le quai de la gare, et ça crée, sinon une panique, mais en tout cas beaucoup de chahuts. Et c'est généralement plus calme. Alors pourquoi ? Parce que visiblement les trains sont gratuits désormais entre Nantes et La Baule. Donc beaucoup de Nantais vont à La Baule gratuitement, font l'aller-retour dans la journée. Je crois que c'est Madame Roland qui avait décidé cette initiative. Et ça change effectivement la station, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent le week-end, alors qu'avant, ça pouvait être plus tranquille. Il y avait une autre vidéo qui a été vue et commentée. Ça se passe cette fois quasiment sur la plage de La Baule, ce qu'on appelle le remblai de La Baule. Et là, c'est des jeunes gens qui vont se bagarrer, tout simplement. Et ça se passe toujours au même endroit. Alors on dit qu'il y a du deal, il y a du shit, il y a de la drogue, et il y a effectivement des choses qui ne se passaient jamais ces dernières années. En tout cas la cité était plus calme, et vous voyez des échauffourées pour un oui, pour un non, j'imagine, comme ça peut exister dans ces cas-là. Alors Franck Louvrier était ce matin avec Romain Desarbres. Il a saisi, il interpelle le ministre de l'Intérieur, et je vous propose d'écouter le maire de La Baule. Ce sont des comportements intolérables et inacceptables sur le territoire de la République, qui mettent en plus en insécurité bien évidemment les Baulois et les commerçants qui, eux, travaillent les jours fériés. Ça, c'est la première chose. Des arrestations ont eu lieu, et j'espère que des sanctions vont tomber. Pour ma part, d'abord, je voudrais saluer le travail, bien évidemment, des forces de l'ordre qui ont été tout de même présents, mais pas assez nombreuses. Donc je vais saisir aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, car afin de changer d'approche, si vous voulez, de changer de doctrine quant aux renforts saisonniers. Comme vous le savez, nous avons des renforts saisonniers chaque été. Juillet et août, une compagnie de CRS vient chaque année renforcer bien évidemment la police nationale et aussi la présence de la police municipale. Mais on le voit bien, notre ville qui passe de 18 000 à 180 000 habitants, c'est plus uniquement l'été, c'est aussi sur des jours comme le week-end précédent, le week-end de la Pentecôte, où il y a des chaleurs très importantes. Et donc, il nous faut à tout prix des effectifs supplémentaires sur ces périodes-là. On ne peut plus gérer les renforts comme on les gérait auparavant, c'est-à-dire uniquement juillet et août. Les gens viennent aussi en avant et aussi après ces 2 mois d'été. Donc, il est indispensable que l'on revoie l'approche en matière de renfort de sécurité. C'est la raison pour laquelle je vais saisir le ministre de l'Intérieur dès aujourd'hui. Franck Louvrier, le maire de La Baule, au micro ce matin de Romain Desarbres. Et à 9h38, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et sur celle de CNews. Joachim Le Floch-Imad. Je connais bien La Baule, donc j'aurais jamais pensé être amené à commenter ce genre d'image un jour. Maintenant, on a là une preuve de plus du fait qu'il n'y a plus d'espace préservé de l'incivilité et de l'insécurité en France. Mais le problème, il n'est pas dans la politique municipale du maire de La Baule, qui est extrêmement vigilant sur ce genre de sujet. Il est sur le ruissellement de tout un tas de mots qui travaillent l'ouest de la France, en particulier Saint-Nazaire et Nantes, où il y a eu une explosion de l'immigration, une dislocation du tissu familial, une politique totalement absurde du logement social. Donc on en est face à des défis vertigineux qui appelleraient une thérapie de choc maintenant. Mais qui aura le courage de la mettre en œuvre ? Le logement social, c'est le meilleur argument à gauche pour être réélu. Parce que quand vous avez 40% de logements sociaux, forcément, vous attirez une population qui est manifestement plus sensible aux idées de gauche qu'aux idées de droite. Donc, tous les maires qui sont de gauche, ils multiplieront le logement social parce que ça assure la pérennité de leur mandat. Et encore à Nantes, c'est passé ric-rac. Et à Nantes, comme vous le dites, c'est passé ric-rac. Mais il n'empêche, et s'il n'y avait pas ça, forcément, ça serait plus compliqué. La loi n'impose, je crois, que 25% de logements sociaux. Mais là, quand vous arrivez, moi, je Georges Fenech,
Il y a des communes, c'est 60% le logement. Parce qu'on on reconstitue un électorat. Voilà, en réalité, une sociologie pour un électorat. Et ça, c'est parce que chez les mairies il y a des mairies qui n'appliquent pas les 25%. Elles sont sanctionnées financièrement et lourdement. Mais 25%, moi, ça me paraît très, très, très raisonnable. Hein. La gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. Parce que ça assure sa pérennité. Si vous aviez une politique libérale et peut-être dans ce pays, peut-être que les choses iraient beaucoup mieux. Il faudrait que les Français en soient convaincus. Après, si je peux me permettre... Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que ce système de protection rassure aussi les Français. Mais il les pousse à une forme d'inertie et on voit les résultats. Et pour revenir aux images, Thomas Bonnet. c'est pas parce que vous grandissez dans un logement social que vous êtes obligé de vous comporter comme il se comporte. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, l'immense majorité des habitants des logements sociaux se comportent très bien. D'ailleurs, la question même du niveau social, on a parlé de Lens hier, la différence avec le Paris Saint-Germain. À Lens, je l'ai déjà dit hier, mais à Lens, on ne grandit pas plus facilement que dans certains quartiers populaires ou dans les logements sociaux. Et pourtant, ils ne se comportent pas de la même manière. Donc, je pense que c'est une partie peut-être de l'explication. Je crois que l'explication, elle est surtout ailleurs. C'est dans le rapport avec le bien commun, avec comment on se comporte en société, comment on respecte l'autre, comment on respecte l'endroit dans lequel on est. Visiblement, là, il y a des différences avec les jeunes qui étaient là. La Baule, autrefois station balnéaire paisible de 18 000 habitants, a écrit Mathieu Vallet. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, des bandes de voyous transforment ces rues et ces plages en terrain d'affrontement. Avant, on venait ici pour être tranquille, profiter du calme et de la sécurité. Maintenant, dites-moi, quelle ville est encore épargnée par cette violence du quotidien? Le laxisme a des conséquences et les Français le subissent partout. Mais on le dit régulièrement chaque matin, ceux qui auront les moyens iront dans des endroits où ils se savent protégés. Donc ils iront à Monaco, ils iront en Corse. C'est la fin de la France comme nation. Oui, bien sûr, ils iront, mais bien sûr, c'est ça. Donc ceux qui sont, entre guillemets, privilégiés, ils n'auront pas de soucis. Mais la Baule était censée être un endroit préservé, justement. Et, oui, mais il y a le train. Et le train, ça change tout. Surtout quand il est gratuit. Non, mais oui. Parce qu'à Noirmoutier, il n'y a pas de train. Donc les gens iront à Noirmoutier. Parce que comme il n'y a pas de train, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de chemin de fer. Donc effectivement, tu es protégé d'aller-retour. Parce que ces gens-là font l'aller-retour dans la journée. C'est ça qui est difficile pour le maire de La Baule. Alors en revanche, il dit une chose qui est intéressante, le maire de La Baule. Il dit effectivement, il y a plus de monde un week-end de Pentecôte qu'un 10 juillet en semaine à La Baule. Ce qui est une réalité. Parce qu'effectivement, les week-ends, et là, la sécurité n'est pas assurée. Le sujet n'étant pas Charlotte Dornelas. N'étant pas, en l'occurrence, simplement le nombre de gens. J'imagine qu'à La Baule, moi je ne connais pas, mais j'imagine qu'à La Baule, il y a toujours eu beaucoup plus de gens l'été que le reste de l'année, et que la question de la sécurisation de l'enfer, c'est pas toujours posé comme ça. Donc il y a aussi un problème d'une partie de cette population qui est absolument pas élevée, qui a en effet un rapport distendu, pour le dire gentiment, au bien commun, pour qui ça n'existe pas. Là, on voit... Franchement, il y a une double responsabilité. Il y a évidemment ces jeunes qui sont devant le train, qui sont massivement issus de l'immigration. Et moi, je les excuse toujours parce que je pense qu'ils y peuvent rien, ces pauvres jeunes. Ces jeunes gens. Pourquoi si on les a pas élevés, s'ils n'ont pas reçu les conditions, les bonnes conditions. La chance que vous avez eue, la chance que j'ai eue, c'est qu'on a eu des parents qui se sont occupés de nous et qui nous ont appris. Mais c'est si on ne leur apprend pas ça, comment voulez-vous qu'ils fassent? Vous êtes absolument d'accord. C'est pour ça que je différencie la bagarre sur le bord de la plage de les images qu'on voit sur le train. Simplement, il n'y a personne pour leur dire stop, en fait. On ne fait pas ça, on ne rentre pas comme ça dans le train, on ne se jette pas sur le train. Mais si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez au-devant de problèmes exceptionnels? C'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est comme on a démissionné quand ils avaient 3 ans. On peut revoir d'ailleurs cette image si vous voulez. Comme tout le monde a démissionné quand ils avaient 3 ans. Et quand vous dites ça, vous risquez, en effet, parce qu'on voit bien sur les images... On peut le revoir peut-être qui sont massivement issus de l'immigration, et vous dites ça va déjà être suspect. Non, c'est pas celle-là. En fait. C'est le train que nous voulions revoir, l'image du train, parce qu'elle est symbolique, l'image du train. Alors, bon, on a parfois vu des trains pris d'assaut. Quand il y a des grèves dans le métro à Paris, on voit ces mêmes scènes. Mais c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que dans d'autres sociétés, on ne les voit pas. C'est-à-dire, par exemple, au Japon, on ne voit pas ça. Non. Bon, tous les Japonais, manifestement, ont un rapport au bien commun qui est différent. Donc, comment on fait pour remettre du civisme dans notre société? Mais c'est surtout qu'il faut être exigeant de la même manière. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que sur ces images, pourquoi est-ce qu'elles vont mettre tout le monde mal à l'aise?
Parce que personne ne va oser dire, en fait, on voit bien que ces enfants sont massivement issus de l'immigration. Donc, il y a des gens qui vont dire, le fait de le souligner, c'est suspect. Or, je ne vois pas en quoi c'est suspect, c'est descriptif en l'occurrence. Et donc, personne ne va oser rien dire. Donc, en réalité, nous n'avons pas collectivement, par le biais de l'inhibition idéologique, les mêmes exigences avec tous les enfants en France. Moi, je suis désolée, c'est insupportable de voir ça, quelle que soit la couleur des gamins qu'ils font. Donc, il faut être exigeant de la même manière. Donc, ces enfants-là, à 3 ans à l'école, à 10 ans ou à 18 ans devant un train, il faut avoir la même exigence qu'on aura avec nos propres enfants, là, pour le coup, individuellement. Et il y a beaucoup de gens en France qui ne le font pas, qui sont très exigeants avec leurs propres enfants et qui sont relativistes avec les autres. C'est ça qui est détestable. C'est ça qui est absolument détestable. C'est pas le fait de remarquer qu'il y a un problème, en l'occurrence, de comportement, quoi. De civisme. Comment on remet du civisme? Comment on réapprend aux uns aux autres? Et avec la même exigence partout. En effet, à Lens, personne ne s'est posé la question du niveau socio-économique des gens de Lens. Tout le monde trouve ça normal qu'ils se tiennent bien. On peut peut-être avoir cette exigence avec tout le monde, tout simplement. Il y a une sanction nouvelle maintenant dans le code, c'est le stage parental. Il faudrait l'appliquer plus souvent. Les parents qui n'élèvent pas leurs enfants, ils peuvent être condamnés aujourd'hui à suivre un stage pour apprendre comment on est parent. Enfin, on en arrive là, quoi. Non, mais ça va pas être simple, parce que là, on est sur la confiance sociale et des lois non écrites. On est sur des lois non écrites. Exactement, bien sûr. Donc, comment vous allez remettre en place pour que, lorsque vous arrivez dans un endroit, bonjour monsieur, au revoir madame, excusez-moi, etc., comment vous arrivez à remettre tout ça en place et que l'autre existe, Et là, l'autre n'existe pas. Non, mais la question que vous posez, pour le coup, ça dépasse de loin les frontières du sujet migratoire. Les enfants mal élevés, ça passe par l'école aussi, Pascal. Le Japon que vous citiez a l'une des meilleures écoles au monde dans toutes les études de l'OCDE. En France, on a voulu expliquer depuis 4 décennies que l'autorité et l'éducation étaient incompatibles. Il y a même un ouvrage de référence qui était sorti là-dessus en 95. Si on ne remet pas des interdits éducatifs dès le plus jeune âge, on sera incapable demain de civiliser la jeunesse, de lui permettre de résister à la barbarie, de gérer sa frustration. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière ces images. Les intentions de vote présidentiel, le baromètre politique Odoxa Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale révèlent que Jordan Bardella serait le candidat favori au premier tour des élections présidentielles avec 32% des intentions de vote. Édouard Philippe perd 4 points. Jean-Luc Mélenchon commence la célèbre remontada. Glucksmann, Retailleau, Zemmour, Tondelier, Roussel, Artaud. Donc ça, c'est les candidats. C'est problématique pour Édouard Philippe, ce sondage. Oui. Pour 2 raisons. Oui. D'abord parce qu'il recule. Il perd au second tour dans un scénario face à Jordan Bardella. C'est la 2e fois, donc ça commence à devenir un peu embêtant. Et on est vraiment dans le lièvre et la tortue. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est en train de rattraper le retard qu'il avait sur. Mais Attal est où? Il n'est pas testé dans. Et François Hollande n'est pas testé non plus. C'est pour ça qu'il y a aussi à prendre avec un peu de recul. Et Marine Le Pen n'est pas testée? Non plus. Bon. Mais c'est à ce stade de la campagne, de voir Jean-Luc Mélenchon à 16 points, à ce stade de la campagne, un an avant, c'est considérable. Je pense que c'est un début de réponse à tous ceux qui commençaient à dire, oui, de toute façon, comme une valeur sûre, que les insoumis allaient être en dégringolade à cause de leur prise de position. C'est complètement idiot. Ils sont en progression. Et ce sondage, c'est un début de réponse. Écoutons Gérald Darmanin, je crois, qui a pris la parole, me dit Marine Lançon, et qui a pris la parole également Gabriel Attal. Écoutons Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Je pense qu'il faut un seul candidat. Aujourd'hui, le mieux placé, c'est Édouard Philippe. C'est à lui de nous rassembler, c'est à lui de montrer qu'il est capable de rassembler des tendances. Qu'est-ce qui lui manque ? On sent que quand vous dites c'est le mieux placé, vous dites bon bah voilà, t'es le meilleur, mais enfin t'en fais pas encore assez. Mais il faut qu'il nous montre son envie d'être président de la République. Je le connais personnellement, je sais qu'il a cette envie, mais qu'il le montre aux Français. Je suis de droite sociale. Il faut que notre candidat, j'espère Édouard Philippe, rassemble ces tendances, qu'il nous dise quel projet positif il veut pour les Français. Et je pense que dans ces cas, nous pourrions tous soutenir quelqu'un comme Édouard Philippe. Mais il faut qu'il le fasse et qu'il pour la voix. Un électeur, vous choisirez-vous plutôt qu'Édouard Philippe? Mais parce que je porte ce programme, je porte cette vision, je porte ce projet. Il ne la porte pas lui. Mais encore une fois, il va y avoir une campagne. On va voir le projet de chacun, on va voir les propositions de chacun. Moi, je vais vous dire, je vais faire cette campagne aussi avec une forme d'optimisme. On est un grand pays, on a plein d'atouts. Et moi, la politique qui est... C'est rare un candidat qui dit qu'il va faire campagne avec du pessimisme. Je vais vous dire, moi, je trouve qu'en ce moment, la politique française, c'est 50 nuances de gestion du déclin. C'est la sinistrose permanente. C'est du sang et des larmes en permanence. Et ben moi, je veux porter autre chose. Parce que je crois que notre pays, encore une fois, avec tous ses atouts, il peut redevenir la première puissance d'Europe
à condition de tenir un certain nombre de priorités. J'en cite 4. Ouais. École, Alors, salaire, frontières, IA. Oui, il parle de l'IA. Bon, alors, ce que disent l'un et l'autre, c'est qu'Édouard Philippe, ça fait pas rêver. C'est ça le sous-texte. C'est Balladur-Chirac. Comment ? C'est Balladur-Chirac. Ouais, ça fait pas rêver. Là où ils ont raison, et l'un et l'autre, c'est qu'il y a une énergie chez Darmanin, un souffle qu'on aimerait retrouver chez Édouard Philippe pour ceux qui. Et si on décode un peu ce qu'il dit, il dit moi, Darmanin dit je suis gaulliste tenant, social. voilà, droite sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Édouard Philippe, si tu proposes 67 ans le départ à la retraite, je te soutiens pas. C'est ça que ça veut dire en fait. Ouais. Donc là, évidemment, c'est aussi une manière pour lui d'essayer de poser des jalons. De toute façon, pourquoi pas Darmanin ira-t-il pour y aller lui-même ? Gabriel Attal, ils ont un très très lourd passif. Il n'y a pas que. Hein. Parce que non, mais ils étaient au pouvoir, pardon, parce qu'ils étaient au pouvoir depuis 2017. Et vous aussi, et puis non, mais on peut remonter à Mathusalem, si vous voulez. Non, pas Mathusalem. Depuis 2017, juste 40 ans. Depuis, c'est pas Mathusalem. Depuis 2017, ils doivent quand même justifier ce qui s'est passé en termes d'aggravation irresponsable de la dette, en termes d'une immigration qui a explosé. Comment s'exonérer d'un tel passif, quoi ? Mais Gérald Darmanin tout faire reporter sur Emmanuel Macron alors qu'on a été leur Premier ministre, c'est un peu facile. Gérald Darmanin aussi est associé à la Macronie. Bien sûr, mais pas au même niveau puisqu'il n'a pas été Premier ministre. Vous avez raison, mais il est associé, c'est toute la difficulté. Nicolas Sarkozy a été élu à la suite de Jacques Chirac alors qu'il portait une partie du bilan. C'est possible, mais il faut réussir à convaincre les Français. Oui, il était vraiment en rupture. Hein. La rupture tranquille. La rupture tranquille, comme vous dites. Est-ce que là, bon. Mais là, c'est Chirac-Balladur. Édouard Philippe, c'est Balladur, et Attal se rêve en Chirac. C'est drôle parce qu'il cultive, en tout cas, Gabriel Attal cultive ce parallèle à fond. Il espère le doubler à la fin, comme l'a fait Chirac en 95. Bon, le Paris Saint-Germain qui sera au Champ de Mars, visiblement. Ils vont être contents, les gens du 7e arrondissement, et qui vont avoir sous leurs yeux ce qui va se passer avec les célébrations auraient lieu dimanche si le PSG gagne. Non, a priori, le PSG est ultra favori.